Bienvenue à la 13e émission dans le cadre de la série Pistes de réflexion pour se prendre en main. Le sujet traité s'intitule « La sérénité et la paix » ou, si vous préférez, « La joie pacifiée ». Ce sujet fera partie des 2 prochaines émissions, celle de cette semaine et celle de la semaine prochaine. Voici quelques auteurs dont je me suis inspiré pour cette causerie. Le volume « La sérénité » par Pierre Talek, L'apprentissage de la sérénité par Louis Powells, Au sommet, la sérénité par Marie-Madeleine Carbet et Les 7 chemins de la paix par le docteur Gabriel Coussens. Évidemment, le tout assaisonné de mes petites expériences personnelles. Comment peut-on, au quotidien, se rendre la vie plus agréable? En fait, c'est ça la sérénité. C'est le but, l'objectif. Se rendre la vie le plus agréable possible. Je pourrais répondre d'une façon très simpliste en étant le plus serein et le plus sereine possible. Mais je ne suis pas plus avancé. Alors, je crois que des détails supplémentaires seraient nécessaires pour justement vivre la sérénité au quotidien. Dans un premier point, nous allons voir ensemble quelques facettes de la sérénité. Alors, si vous voulez, on va comparer la sérénité à un diamant et on va étudier les différentes facettes qui composent ce beau diamant qu'on appelle la sérénité. Être serein, c'est d'être en état d'amour envers soi-même, d'abord, puis envers les autres. C'est être disponible pour rendre service à l'occasion. Ça peut s'appeler, si nous sommes à notre retraite, le bénévolat. La sérénité, c'est autre chose que le confort dans un bonheur installé. Ici, il ne faut pas confondre sécurité matérielle, contre laquelle, évidemment, je n'ai rien. La sérénité, c'est l'allégresse, c'est la joie d'exister. Elle est l'état de paix, cette sensation de confort intérieur. En fait, la sérénité, c'est un état d'âme. La sérénité, ça peut être un soir de vacances, lorsque j'admire un beau coucher de soleil en montagne. Et on n'oublie pas que les 2 ingrédients de base de l'amour, c'est la tendresse et la sérénité. Ça ne se sépare pas. Encore une fois, ne pas confondre tendresse avec faiblesse. La tendresse, ça vient du cœur. La faiblesse, ça vient d'un manque de volonté. Posons-nous cette question. Mais qu'est-ce que vraiment la sérénité? D'une façon très simple et très brève, je dirais que la sérénité, c'est une question de regard intérieur, en dedans de soi. Cette sérénité, évidemment, il faut la créer, il faut la faire naître. C'est un peu comme l'amitié, l'amour. Il n'existe pas de marchand de sérénité. Je n'ai jamais rencontré dans des gros magasins d'épicerie, sur les tablettes où il y a de la marchandise en vrac, un sac étiqueté « sérénité ». Il nous faut arriver autant que possible à atteindre dans toutes les parties de notre être une espèce de joie, une félicité, une joie inattaquable, une joie équilibrée et spontanée. C'est tout un programme. Et dans le livre que j'ai écrit en juin 1993, j'ai noté quelques poèmes que j'ai composés. Et immédiatement, je vais vous servir un de ces poèmes qui est peut-être la condition de base pour commencer la sérénité.
Alors, ce poème s'intitule « Un cœur d'enfant ». Être capable de dire où l'on a mal, accepter l'aide d'un autre, demande une grande simplicité et une humilité à toute épreuve. Alors, quel enthousiasme naît en nous d'une franchise limpide qui grandit le cœur humain pour arriver à s'aimer tel que l'on est. Un enfant, c'est aussi un être humain entier. Nous n'avons donc rien à perdre à le devenir. Marc Aurèle, ce philosophe et cet empereur qui a vécu dans les années 120-180, se félicitait qu'on lui ait appris que l'essentiel dans la vie, c'est la possession de soi. Il gouverne un empire, mais sa plus haute préoccupation, c'est de se gouverner lui-même. Il n'est pas certain que l'empire qu'il dirige tiendra. Mais l'idée de la liberté intérieure, ça tiendra. Alors, une facette de la sérénité, ça pourrait être la maîtrise de soi. Il faut pouvoir se dire, les choses là contre lesquelles nous ne pouvons rien, ce qu'on appelle des impondérables, faisons en sorte que ces choses-là ne puissent rien contre nous. C'est une façon de développer et de conserver la sérénité, car à l'impossible, nul n'est tenu. Il n'y a rien de parfait dans ce bas monde. Reconnaissons-nous comme des êtres imparfaits, mais qui sont perfectibles. On s'en va vers un petit peu mieux tous les jours. Si j'avais à monter un décor pour une pièce de théâtre, dont le titre serait « La sérénité et la paix », alors j'engagerais des comédiens qui porteraient les noms suivants: la paix, la poésie, la tendresse, la sagesse, la gratuité, l'amitié, l'amour, la beauté. Alors, c'est un peu ce que j'appelle les composantes. Ça va être la toile de fond de la sérénité. J'ai comparé deux textes de provenance très différentes. Je me suis inspiré du premier texte de l'UNESCO et l'autre, imaginez-vous, l'encyclique de Vatican II, avant-hier, là, qui s'appelle Gaudium et Spes, qui veut dire joie et espérance. Et j'ai constaté que ces deux documents dessinent le vrai portrait de l'homme serein. Et ici, là, tout au long de mes causeries, habituellement, j'utilise le terme « être humain ». Alors, je ne fais pas de différence entre la psychologie masculine-féminine et le sexe mâle et femelle. Pour moi, c'est l'être humain, point. L'être humain serein et l'être humain, il faut qu'il soit pris intégralement. Sans ça, il manque une partie. Alors, nous avons un corps dans lequel il y a un cerveau, un cœur, et ce qu'on appelle, ça vient du latin, anima, ce qui l'anime, ce qui anime tout ça, l'âme, que moi j'appelle cette faculté qui unit le corps et l'esprit. Ici, j'ai l'impression de me répéter, mais volontairement, car comment la sérénité peut-elle avoir la chance de naître ou de grandir dans un être humain dont on n'a pas tenu compte de toutes ses composantes? Il nous manque des atouts. Et pour maintenir cette sérénité, cette paix à flot tout au long de notre navigation, de notre existence, ben, il faut éviter certains dangers, certains récifs. Hein, la vie, c'est... Nous sommes tous comme le navigateur qui vogue aux vagues, à la vague des flots, et puis qui doit tantôt aller à bâbord, tantôt à tribord. C'est ainsi
qu'en va l'existence. Alors, devant cette façon de voir la vie, il y a trois dangers, trois récifs qui nous menacent, qui menacent la sérénité. Le premier danger, c'est le poids du quotidien, ce qu'on appelle le terrible quotidien. Le deuxième, ce sont des conflits, soit intérieurs envers soi-même ou des conflits avec les autres. Ces conflits-là, ça nous déchire. Et un troisième danger, c'est la souffrance, sous toutes ses formes, qu'elle soit physique, qu'elle soit morale, qu'elle soit mentale, spirituelle, intellectuelle, peu importe. Commençons par le premier danger, ce que j'appellerais, moi, le terrible quotidien. Sur le chemin de la vie, il nous faut trouver là un certain équilibre pour faire face aux grandes épreuves. Ça, on s'y attend et même on s'y prépare. Mais il y a une chose qu'on oublie souvent, c'est de se préparer à la banalité de chaque jour. Surtout lorsque les gens prennent leur retraite. La morosité et la tristesse, je considère ça comme étant le chien-dent du quotidien. Ça, c'est l'ennemi numéro un de la sérénité. Et il n'en tient qu'à nous de rompre cette monotonie du quotidien. Comment? Oh, la sérénité se glisse dans des délicatesses très simples, des gestes qu'on peut faire tous les jours, tout simplement pour se faire plaisir à soi ou pour faire plaisir aux autres. Ainsi, je peux faire un coup de téléphone à un ami ou une personne qui a longtemps que je n'ai vu. Je peux envoyer une petite mention, une petite lettre de remerciement pour quelqu'un qui a eu une promotion ou une lettre de sympathie pour quelqu'un qui a eu une épreuve. Je peux aller visiter une personne seule ou une personne malade. Alors, ce qui demeure vrai là, dans tout ça, c'est que la sérénité, là, au jour le jour, au quotidien, ne peut s'épanouir et s'inscrire que dans un projet de vie, que dans des choses concrètes. Ce n'est pas dans les nuages. Et l'intérêt que l'on trouve à faire son travail aide grandement à supporter le poids du jour, c'est évident. Un travail passionnant, bien fait, là, accompli comme si c'était un service, ça épanouit et ça fait croître, ça fait grandir la sérénité. Et le loisir peut être également un chemin de sérénité, dans la mesure où l'être humain poursuit un but qui va le combler. Attention, je n'ai rien contre les personnes qui vont se réunir soit dans une brasserie, soit dans un café-terrasse, dans un parc. Là où le bas blesse, c'est lorsque ça dégénère en commérage. Ça donne rien de positif. Puis au niveau des loisirs, je dirais que la musique et la sérénité procèdent toutes les deux de dons gratuits, mais qu'il faut cultiver, par exemple. L'inspiration est à la musique ce que la sérénité est à la vie. C'est une espèce de symphonie à composer avec tout ce qui nous est donné. Bien entendu, il faut accepter que ce soit pour le meilleur et pour le pire. Et voilà que Dame l'Espérance nous donne de ne plus être des gens tendus, mais dans la sérénité, ouverts et ouvertes à ce qui peut nous dépasser. Alors, il faut accepter à ce moment-là de ne pas tout comprendre, de ne pas tout saisir. Accepter qu'il y a des choses qui nous échappent. Au cœur de nos épreuves, il n'y a pas de réponse là, préfabriquée, toute faite, sur mesure. Il n'y en a pas. L'espérance, c'est une espèce de force invisible d'un amour qui donne sens à toute notre vie.
L'espérance fait naître ce que l'on désire sincèrement. Et à ce moment-là, je dirais que c'est une marche vers la plénitude de la sérénité. Bien sûr, cette espérance est d'abord humaine. C'est absolument nécessaire. Puis, elle est surnaturelle, au-delà de tous nos désirs terrestres. Le deuxième danger, ce sont les conflits qui nous déchirent. Il faut sauver la sérénité et la paix à tout prix. La culpabilité, là, c'est celle-là qui tourne à l'obsession, hein, qui fait que ça nourrit une mauvaise conscience. Ça, là, c'est le poison qui tue avant que puisse naître la sérénité et ces efforts qu'on fait dans la vie avec ce sens de culpabilité obsessionnelle, ça vient empêcher la sérénité de venir au monde. Quand tu as fait ton possible, tu devrais être serein et sereine, quels que soient les résultats de ce que tu as entrepris. Parfois, au travail, on se dit « Ah, ce matin, j'aurais été mieux de ne pas me lever. Ça a mal été. » Dans les loisirs, il y en a qui sont mauvais perdants. À ce moment-là, ça devient une source de tension. Alors que les loisirs, c'est pas ça. Et ici, à l'école, tu aurais voulu donner ton opinion. Soit que le temps a manqué, ou le professeur n'a pas accepté ton intervention. Au niveau de la famille, il arrive des chicanes entre enfants et parents. Au niveau du couple, on n'est pas toujours d'accord. Tout ça fait partie de la vraie vie. Et le fait de vivre dans le temps, là, hein, d'être astreint à des horaires, ça, là, c'est bien sûr que ça crée des conflits de disponibilité, provoquant évidemment des tensions qui ruinent la sérénité si on ne fait pas attention. C'est là qu'il faut savoir gérer son temps, planifier ses objectifs et ses buts. Vous savez, c'est bien beau, il y a des personnes, je leur demande des services, c'est toujours oui. Mais ils en ont tellement à faire que sur 5 oui, ils vont en réaliser 2. Alors, il faut avoir la simplicité et le courage de dire non quand on sent qu'on n'est pas capable. Alors, il vaut mieux dire 2 oui et les faire que d'en dire 5 et d'en faire seulement qu'un. La sérénité, c'est cette paix intérieure, mais ce n'est pas quelque chose d'acquis. Il faut la créer, cette sérénité-là. Dans les conflits qui nous opposent à autrui, hein, que ce soit des chicanes de couple, entre des problèmes entre enfants et parents, que ce soit des mésententes dans différents organismes, que ce soit des problèmes de relations, des conflits de personnalité avec son patron ou avec un prof. Disons que dans tous ces conflits-là, tout notre être est engagé. Le corps, le cerveau, le cœur, puis l'âme. Peut-être pas nécessairement dans cet ordre-là, là. Alors, il faut donc arriver à dépassionner le débat. Ça veut dire à calmer ses émotions. Parce que c'est une condition préalable. Pour arriver à se mettre en état de vivre un conflit avec un minimum de sérénité. Ça a l'air contradictoire. Conflit, sérénité. Bien, il y a moyen de régler des problèmes tout en gardant une certaine sérénité. Pour nous aider à y arriver, il faut apprendre à se pardonner ses propres erreurs et à pardonner aux autres. La plupart des gens, n'ayant pas été préparés à certaines épreuves, réagissent avec agressivité et révolte. Jusque-là, le résultat est normal, la réaction est normale. Ça peut être un deuil sur toutes ses formes. Parce que le deuil, ce n'est pas seulement que la mortalité. Ça peut être un conjoint qui quitte la famille. Ça peut être un échec scolaire. Ça peut être une peine d'amour. Mais ce qui n'est pas normal, c'est que
on en reste là. Et de vivre continuellement dans une espèce de ressentiment, hein, ce mal de vivre. On ne répond pas à la violence par la violence, mais par l'amour, parce que notre cœur est fait pour aimer. Le pardon nous donne la paix du cœur, qui est le plus grand don que nous puissions recevoir. Et on accueille le pardon avec grâce, avec sérénité, en faisant un acte soi-même d'accueil et d'amour. Puis le pardon, là, c'est libérateur, sur le plan à la fois